Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui c'est donc un épisode un peu spécial, comme je l'avais dit dans le dernier Casque et la plume de l'année. Donc un épisode mailbag ou foire aux questions où je réponds, mais il n'y a pas que moi évidemment, aux diverses questions que vous nous avez envoyées à l'adresse lecollimateurpodcast@gmail.com. Alors avant tout, merci beaucoup à tous ceux qui ont écrit. On a eu beaucoup de messages, beaucoup plus que ce que je pensais, ce qui fait que c'est factuellement impossible de répondre à tout, à moins de faire une émission de 5 heures, ce qui n'était pas particulièrement mon projet pendant les vacances de Noël. Voilà, l'idée c'est plutôt d'avoir un épisode un peu plus court, un peu plus léger, hors série, au milieu des fêtes. Donc désolé à tous ceux à qui on va pas pouvoir répondre. C'est pas contre vos questions, qui étaient globalement, enfin même toutes intéressantes et pertinentes. C'est juste que j'ai pris celles auxquelles je pouvais répondre le plus facilement, moi ou pas d'ailleurs. Donc il y aura aussi des habitués du podcast que je pouvais déranger sans trop de scrupules en cette période de fête. Souvent des chercheurs de l'IFRI, puisque c'est l'un des partenaires du podcast, mais aussi d'autres invités réguliers du Casque et la plume et d'ailleurs. Merci aussi, j'en profite pour dire à tous ceux qui m'ont juste écrit des compliments ou des suggestions d'émissions. Voilà, malheureusement, je ne peux pas vraiment tous vous répondre individuellement, ce serait vraiment un boulot pas loin d'un plein temps. Enfin, je pourrais faire un message copier-coller, mais c'est pas vraiment ce que je veux faire. Donc voilà, sachez que même si je peux pas forcément soit les lire à l'antenne, soit y répondre, tous sont lus et bien dans un coin de ma tête. Et évidemment, ça fait toujours extrêmement plaisir, c'est extrêmement gratifiant quand vous m'écrivez ce genre de compliments ou ce genre de suggestions. Donc, sans plus de préambule, passons aux questions. C'est un peu en vrai, je n'ai pas cherché à faire une très grande progression thématique, mais pour commencer par ce qui est sans doute le plus d'actualité, c'est une question sur la Syrie de Boris, qui fait suite à l'émission avec Wassim Nasr sans doute. Je voudrais en savoir davantage sur ce que la récente chute de Bachar al-Assad dit de la Russie. N'est-elle plus en mesure de lutter sur deux fronts? Ses capacités militaires sont-elles complètement, exclusivement tournées vers l'Ukraine? Quid de son renseignement également? Ses services secrets n'auraient-ils pas dû anticiper cette offensive? Et ensuite, alors déjà, je peux répondre à cette première partie de la question parce que la réponse est qu'on n'en sait rien. Très clairement, ils n'ont pas des moyens illimités. Il y a un certain nombre de moyens qui ont été tournés vers l'Ukraine. Si on pense ne serait-ce qu'aux aéronefs, évidemment, l'Ukraine tire beaucoup sur les ressources de la Russie. Ensuite, sur le renseignement russe, on va pas en spéculer sur des choses qu'on ne sait pas. Clairement, disons, les Russes, quand bien même l'auraient-ils voulu, n'ont pas exactement les mêmes capacités qu'ils auraient eu s'il n'y avait pas la guerre en Ukraine, c'est relativement évident. Ensuite, deuxième partie de la question, à laquelle on peut plus répondre, sur la Turquie. Donc, HTC semble équipé par la Turquie, mais sont-ils des proxys turcs? La Turquie a-t-elle des intérêts en Syrie? Au-delà de sa lutte contre les Kurdes, doit-on voir ce moment comme une preuve de plus de l'influence grandissante de la Turquie dans la région et de son émancipation de ses alliés, tels que les États-Unis? Alors ça, plutôt que répondre moi-même, je suis allé à la source, plutôt écouter l'expert de man himself, Wassim Nasr, donc journaliste à France 24, très grand spécialiste de la Syrie et des mouvements djihadistes. Il était dans le podcast il n'y a pas longtemps et il était aussi en Syrie depuis l'enregistrement de l'émission. D'abord, il faut imaginer que les rapports entre la Turquie et HTC sont des rapports de force. Ça veut dire, à maintes reprises, la Turquie a essayé de se débarrasser d'HTC en armant plutôt ses rivaux. Donc ces rivaux de l'armée nationale syrienne, d'autres groupes rebelles, en empêchant HTC de grignoter sur les territoires administrés par la Turquie, au point d'envoyer des chars face à HTC. Il y a eu des combats, il y a eu mort d'hommes. La Turquie a droné HTC, donc c'est pas du tout une relation de proxy. Et les Turcs n'ont jamais armé HTC. Par contre, HTC a pris de l'armement à des factions rebelles armées par la Turquie, de force. Ou de gré. De gré, ça veut dire acheter. Parce que les factions rebelles syriennes pro-turques, ça leur arrive de vendre armement comme munitions. Donc, pour pas être très long, HTC et Joulani se sont imposés à la Turquie, qui était obligée de composer avec eux. Du moins, à partir de 2022, il y a eu une acceptation de la part des Turcs qu'ils ne pouvaient pas faire sans
HTC. En même temps, HTC a modéré sa position par rapport à la présence turque dans la région, sur les fronts de la région d'Idlib, a été obligé aussi on va dire, de répondre à des attentes sécuritaires turques vis-à-vis, par exemple, de djihadistes turcs. Mais ceci rentre aussi dans la logique qui est celle de HTC, de coopérer avec les puissances régionales et internationales par rapport à ce dossier-là, donc le dossier des djihadistes. Parce que HTC s'est débarrassé de ces éléments les plus durs de force ou de gré, en les chassant d'Idlib ou en les tuant ou en les emprisonnant, mais aussi en faisant une sorte de collaboration contre les éléments, que ce soit de l'État islamique ou d'Al-Qaïda, qui étaient actifs à Idlib. Et ce dossier fait partie aussi des dossiers gérés par la Turquie, sans oublier que HTC, à l'heure où on parle, est toujours désigné comme organisation terroriste par la Turquie. Et que le financier premier de HTC, Abu Ahmad Zakour, a été mis sur liste terroriste jointe turco-américaine l'année dernière, quand moi-même j'y étais. Donc, c'est pas du tout une relation de proxy, c'est une relation de force. Et maintenant, les derniers événements ont fait que on l'a développé dans le dernier collimateur, mais que la Turquie a fermé les yeux, a laissé faire une offensive propre à HTC, sans imaginer qu'ils allaient prendre Alep et encore moins Damas. Mais une fois Alep était prise, la Turquie a été obligée de rentrer dans la danse, donc au 3e jour des combats, en envoyant l'armée nationale syrienne au nord-est d'Alep pour 2 objectifs premiers: couper la route à un retrait des factions kurdes d'Alep, et 2, peser encore plus face à HTC qui devenait très fort. Mais la prise de Damas a tout chamboulé, et les Turcs, comme les autres acteurs, y compris les Russes, se sont adaptés à la nouvelle réalité. Ensuite, sans transition, des questions plus aléatoires en fonction de choses que vous demandiez. C'est très bien comme ça, qui vous passaient par la tête et auxquelles on peut répondre. Alors, c'est un très grand écart, c'est très bien comme ça, entre des questions très simples et des questions au contraire beaucoup plus pointues. D'abord, une question très normale de Pierre. Pourriez-vous expliquer l'organisation de l'armée ou faire un épisode pédagogique dessus? Quand on n'est pas de ce milieu, on est très vite perdu concernant les grades, les tailles de groupe, régiment, bataillon, brigade, etc. Et les armes. Alors je ne vais pas refaire un épisode dessus. Effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent, qu'on a pris le temps d'expliquer un certain nombre de fois, pas forcément dans des épisodes dédiés. Et sans doute que je devrais plus souvent le rappeler, mais en même temps, c'est difficile de prendre le temps à chaque fois. Bon, allons-y pour une explication de texte avec l'un des grands habitués du podcast, mais qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, sur ces questions de format des armées, en l'occurrence une question plutôt armée de terre, Elie Tenenbaum de l'IFRI. Tout d'abord, je déduis de la question 2 remarques. D'abord qu'on parle bien de l'armée française, puisque chaque armée, évidemment, nationale a son organisation, et l'armée française est organisée de manière très différente de l'armée allemande ou de l'armée américaine. Et puis, en l'occurrence, qu'on parle de l'armée de terre. J'aurais du mal à répondre en moins de 5 minutes sur les 3 armées, parce qu'elles ont chacune, là aussi, des organisations très différentes. Maintenant, même si on se limite aux forces terrestres, ça n'a rien d'évident, parce que en étudiant le sujet, on se rend compte d'abord que ce qu'on appelle parfois la maquette de l'armée de terre, c'est-à-dire son organigramme, est régulièrement révisé pour mieux coller aux missions du moment, mais aussi à l'idée que s'en fait son chef, le chef d'état-major de l'armée de terre. Donc on aurait tort d'imaginer l'organisation comme quelque chose de figé. Pour autant, il y a des permanences, notamment en ce qui concerne les correspondances entre les grands grades et les unités qui sont commandées et qui correspondent effectivement à ces fonctions, même si là aussi il y a tout un tas d'exceptions. Je vais en donner les lignes principales, mais honnêtement, de ce point de vue-là, il y a des articles aussi Wikipédia assez bien faits, auxquels il m'arrive encore moi-même de me référer quand j'ai un doute, donc faut pas hésiter de ce point de vue-là. L'armée de terre, donc, je précise bien, de terre française, début 2025, c'est 111 000 militaires, pour moitié des cadres, officiers ou sous-officiers, auxquels il faut rajouter presque 8 000 civils, fonctionnaires ou ouvriers d'État pour l'essentiel. Et puis 25 000 réservistes, qui ne sont donc pas des unités d'actifs, mais qui
peuvent être activés en fonction et le cas échéant. En tout, c'est 111 000 plus 8 000, c'est à peu près la moitié des effectifs du ministère des Armées, donc c'est un gros morceau, mais ça n'est aussi que la moitié. Donc encore une fois, ça ne résume pas l'ensemble de la question. Sur ces 111 000 militaires, on en a en fait seulement 77 000 qui sont en permanence dans ce qu'on appelle la FOT, la Force Opérationnelle Terrestre. C'est-à-dire qu'ils pourraient être déployés demain pour une opération classique. Les autres sont dans les états-majors organiques, en interarmée, en interministériel, en formation, à la maintenance, etc. Le cœur du réacteur, donc, c'est la FOT, qui s'organise autour de 2 grandes divisions interarmes. La première division et la troisième division, chacune forte d'environ 25 000 soldats. Alors vous me direz, il en manque 17 000, 25 000 x 2, ça vous fait 50, vous aviez dit 77. Effectivement, c'est normal, vous en avez en fait 17 000 autres qui sont regroupés dans ce qu'on appelle les commandements dits alpha, d'appui et de soutien, où vous retrouvez l'appui organique de niveau division, notamment sur tout ce qui est logistique, ce qu'on appelle le train, l'arme du train, pour acheminer les équipements, le matériel pour la maintenance, mais aussi certaines unités du génie, du renseignement et de l'artillerie dans la profondeur, qui sont directement des unités qui sont là pour appuyer les divisions, mais qui sont pas endivisionnées, qui sont en dehors des divisions, qui viennent appuyer à différents endroits les 2 divisions. Maintenant, si on zoome sur ces 2 divisions, chacune est commandée donc par un général de division, logiquement, et se compose en 3 brigades interarmes. La brigade, c'est vraiment la structure principale opérationnelle aujourd'hui pour l'armée terre. On en a donc 6, en fait 7, avec la brigade franco-allemande, mais là c'est qu'une demi-brigade, je rentre pas dans les détails. Concentrons-nous sur les 6 BIA, 6 brigades interarmes, elles font entre 5 et 10 000 hommes chacune, et elles sont commandées là aussi de manière très logique par un général de brigade. Elles ont des spécialités, parachutistes, montagne, amphibie, et sont soit à dominante infanterie ou cavalerie. On parle alors de brigades blindées. Chaque brigade est à son tour structurée en régiments. Au contraire de la brigade qui est dite interarmes, les régiments, eux, sont mono-armes. Donc dans une brigade, vous avez différents régiments et à l'intérieur, et le régiment, lui, est un régiment uniquement d'une arme. Un régiment d'infanterie, régiment de l'arme blindée cavalerie, d'artillerie ou de génie. En général, comptez 6 à 8 régiments par brigade en France, ce qui est beaucoup plus d'ailleurs que ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, une brigade française est plus grosse qu'une brigade britannique. De ce point de vue-là, on n'a pas d'harmonisation des poids et mesures dans le champ militaire. Le régiment donc, le régiment c'est entre 800 et 1000 soldats, commandé cette fois-ci par un colonel, qu'on appelle aussi le chef de corps. Et autant la brigade c'est la base opérationnelle, je disais de l'armée terre, autant le régiment c'est vraiment le cœur administratif, et je dirais même culturel, quotidien du soldat. C'est ce qui définit l'endroit où vous habitez, les traditions, la couleur de l'uniforme, etc. Enfin, chaque régiment se structure en compagnie, c'est ce qu'on appelle des unités élémentaires. Alors compagnie, on les appelle aussi escadrons dans la cavalerie ou dans l'arme du train, ou batterie pour l'artillerie. Elles sont commandées par des capitaines, et ce sont donc les pions tactiques de combat de base pour l'armée terre. Là aussi, gardez en tête, brigade, pion de base pour la dimension opérationnelle, régiment, pion de base administratif, et les compagnies vraiment pions tactiques de combat.
En dessous des compagnies, vous pouvez avoir des sections qui sont commandées par des lieutenants ou des sous-officiers, des pelotons également, même niveau, voire eux-mêmes divisibles en groupes de combat, mais qui peuvent être rassemblés ou répartis en groupes. Bon, je m'arrête là, c'était un peu long, mais gardez en tête quand même que donc derrière le côté poupée russe, organigramme infernal, les organisations militaires sont en réalité hyper fluides et ne cessent en permanence de se réorganiser. C'était d'ailleurs le sujet d'une très bonne émission du Collimateur cette année avec Olivier Schmitt. Et au contraire, pour le plaisir du grand écart, il y a aussi des questions qui sont extrêmement techniques et auxquelles là je suis allé chercher des réponses parce que je n'avais aucune idée, mais c'est des bonnes questions. Donc par exemple Clément qui souhaite poser une question sur les évolutions de l'artillerie française. Diverses communications sur les réseaux sociaux mettent en avant le retour du mortier de 120 mm. Je voudrais savoir ce qu'apporte cette évolution, peut-être plus globalement où en est l'artillerie française qui a l'air d'être un peu en pointe. Expression intéressante. Très bonne question, encore une fois, très centrée un peu armée de terre. Et là, je suis encore allé voir à l'IFRI Léo Perrier-Peignet qui vient de sortir une étude avec Héloïse Fayet sur les frappes dans la profondeur, donc un des segments de l'artillerie. Et puis, l'artillerie, c'est un peu un des péchés mignons de Léo. Alors, pour remettre le contexte brièvement, on a un retour des mortiers tractés de 120 mm dans les régiments d'infanterie qu'ils avaient quittés au début des années 2000 pour être versés au régiment d'artillerie. Avec le progrès du programme Scorpion, les régiments d'artillerie vont bientôt commencent déjà à recevoir ce qu'on appelle des griffons MEPAC, qui sont donc des griffons avec un mortier de 120 intégré à l'intérieur même du véhicule, et on leur a donc demandé de reverser une partie, voire la totalité à avoir de leur mortier de 120 au régiment d'infanterie, qui vont devoir recréer des sections spéciales de mortiers qu'elles n'ont plus depuis plus de 20 ans peut-être pour certains. Donc c'est un gros enjeu de formation et de transmission qui intervient alors que l'armée de terre essaye de se transformer à travers tout un ensemble de réformes. On va parler des commandements alpha, on va parler de la scorpionisation, on va parler du combat infovalorisé, mais dans l'ensemble, on a quand même un renforcement de la puissance de feu des mortiers, des régiments d'infanterie, grâce à ces mortiers, qui s'inscrit peut-être aussi dans l'intégration progressive des retours d'expérience d'Ukraine, qui montrent l'importance de l'artillerie, de la capacité à disposer de ses propres effecteurs pour faire face au combat. Maintenant, faire un point globalement par rapport à l'artillerie française, dire qu'elle est en pointe, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on a en gros une artillerie française qui va s'appuyer sur 3 grandes catégories. Donc la première, ça va être les mortiers, soit de 81 mm, qui était le standard de l'infanterie, donc après qu'elles aient perdu leur 120, soit les fameux mortiers de 120. Ensuite, on va avoir les fameux canons César, donc du 155 mm, qui portent à 40 km quand il est bien luné. Et enfin, le lance-roquette unitaire, qui est l'ancêtre du HIMARS, si vous voulez, qui est un héritage d'un programme lancé pendant la guerre froide, qui lui va lancer des roquettes extrêmement précises à 80 km. À l'avenir, donc les mortiers de 120 doivent être remplacés par les MEPAC de 120. Le LRU, donc le lance-roquette unitaire, est en cours de remplacement, qui se fait attendre puisque les systèmes doivent sortir du service à partir de 2027, que de toute façon en France il nous en reste quelque chose comme 4 ou 5 sur un effectif initial de 50 au tout début du programme. Que le système est quand même assez vieillissant, donc pour pallier à ça, la France a fait le choix un peu particulier de faire un programme national de remplacement avec une ambition assez forte d'une arme qui peut porter à 150 km, puis si on a les fonds à 500 km, toujours sur des roquettes, voire des missiles balistiques terrestres tactiques. C'est un choix qui a été pas mal discuté, notamment dans nos dernières études sur les frappes dans la profondeur à l'IFRI avec Héloïse Fayet, puisque on peut s'interroger sur la pertinence de lancer un programme national pour à peine une trentaine de systèmes, alors que toute l'Europe s'est déjà rééquipée sur étagère, sachant que personne en Europe ne produisait ces systèmes-là. Les Européens ont acheté coréens, comme les Polonais, ont acheté israéliens, comme les Néerlandais, ou ont acheté américains, comme la plupart des autres.
Ensuite vient le moment du César, donc le César qui arrive sur ce qu'on va appeler son standard Mark II, avec quelques améliorations, notamment d'intégration de l'IA dans le ciblage, de bras articulés pour le chargement, mais qui reste un système assez simple et rustique, c'est pour ça qu'il est apprécié, d'un canon monté sur un camion. La question qui va arriver, c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Parce que le César, c'est bien, ça fonctionne, mais qu'est-ce qu'on fait au-delà peut-être de 2035, 2040, sachant que d'autres, comme les Allemands et les Israéliens et les Américains, s'intéressent à des canons plus longs, toujours au 155 mm, mais des canons plus longs, susceptibles de porter plus loin et d'utiliser des obus plus complexes. Cette question-là, aujourd'hui, n'a pas de réponse. La France, il y a rien dans ses textes ou dans ses programmes qui s'intéresse vraiment à l'avenir de ces Césars après le Mark II. Ça sera, je pense, une question qui se posera dans les années à venir. Bon, dire que l'artillerie française est en pointe de ce point de vue-là, peut-être, et on voit quand même qu'il y a un souci de volume qui est assez criant. L'armée de terre, à terme, doit disposer de 109 César grand maximum, de 50 mortiers MEPAC, et la version optimiste veut que l'armée soit dotée d'une trentaine de remplaçants du LRU. On voit quand même que c'est peu. C'est très peu par rapport au volume qu'on peut voir non seulement en Ukraine, mais aussi par rapport à d'autres armées en Europe. On va comparer l'incomparable, mais pour vous donner les chiffres polonais, l'ambition polonaise dans le 155 mm tracté, c'est 1100 pièces. Pour les lance-roquettes, c'est plus de 500 pièces. Donc on a, j'ai envie de dire, ce quand même décalage grandissant entre une armée française qui ne monte pas en puissance de ce point de vue-là, en termes quantitatifs, qui reste sur des chiffres assez limité parce qu'on a besoin de respecter cette idée d'armée complète, de modèle d'armée complet, mais qui, il est vrai, face à une perspective de haute intensité, peut laisser dubitatif, dirons-nous. Ensuite, d'autres questions, une section un peu réflexive, un peu, disons, derrière coulisses, puisque ça a l'air de vous intéresser, on a reçu un certain nombre de questions là-dessus. Ma première question est liée à vos interventions. Comment préparez-vous chaque émission ? Combien de temps consacrez-vous au podcast par semaine ? Comment faites-vous pour lire tous les livres et articles de vos invités ? Bref, je suis curieux de mieux comprendre les rouages de la fabrication d'un épisode, ainsi que vos secrets pour connaître chaque sujet. Alors, merci beaucoup. La réponse, c'est que... En fait, la première réponse de cette question très flatteuse et élogieuse, c'est qu'il faut bien dire et rappeler que les épisodes sont souvent un peu des co-constructions avec les invités, c'est-à-dire que je fais pas semblant de tout savoir sur les émissions quand j'invite quelqu'un sur les sujets de l'émission. J'en parle avec eux. A priori, la personne que j'invite, c'est plus ou moins la meilleure spécialiste, en tout cas que je connaisse et que je puisse savoir sur la question. Donc, c'est évidemment eux qui sont aussi capables de réfléchir à ce qui est intéressant de dire, ce qu'on ne dit pas souvent aussi, ce qu'ils n'ont pas aussi souvent l'occasion de dire dans les autres médias, parce qu'ils n'ont souvent pas la place de pouvoir totalement déployer ce qu'ils ont à dire. Donc voilà, on réfléchit, disons, ensemble à quoi dire, comment organiser l'émission, comment structurer l'émission pour vraiment tirer le maximum du format du collimateur, c'est-à-dire des discussions de 1 heure et plus ininterrompues et en suivant globalement le fil de la conversation. Donc on en parle ensemble et il me pointe vers de la bibliographie que je lis. Ça c'est le truc, c'est que je lis toujours tous les livres. Je les lis même plusieurs fois pour tout dire parce que souvent c'est important. Enfin, il y a plusieurs lectures. Ça prend un peu de temps, mais c'est à la fois agréable et intéressant. Très honnêtement, c'est pas le pire boulot du monde. Et puis ensuite, après, ça fait bientôt 5 ans que le podcast existe, donc évidemment, j'arrive désormais avec un certain bagage. Il y a un certain nombre de sujets que j'ai déjà vus quelques fois et que du coup, j'ai plus forcément besoin de reprendre de zéro. Mais d'ailleurs, c'est aussi une limite. Faut pas penser que les choses sont acquises. Ce qui fait penser d'ailleurs tout à fait à la question précédente sur les différentes structures de l'armée de terre. C'est-à-dire, c'est pas parce que moi je connais un sujet que l'auditeur connaît le sujet. Il y a plein d'auditeurs qui sont arrivés
depuis ou récemment ou qui n'ont pas écouté certaines émissions. Donc l'idée c'est quand même de tout reprendre à zéro pour un auditeur qui n'y connaît rien ou à peu près rien. Je dis toujours aux invités que l'idée c'est le public cible, c'est quelqu'un qui n'est absolument pas spécialiste, qui n'est pas dans le monde militaire, mais qui est simplement intéressé. Et donc moi mon critère c'est il faut tout reprendre de zéro, et ensuite on peut aller en revanche sans scrupule assez loin dans le détail et dans disons, la complexité des réflexions, puisqu'on a le temps et on a la place pour faire ça. Donc, la réponse simple et rapide, c'est que tout ça est fait en partenariat avec les invités, et qu'on construit l'émission ensemble, et qu'ensuite, après, une fois qu'on a le micro, évidemment, ça prend des chemins de traverse, ça se fait à bâton rompu, et je rebondis sur ce qu'ils disent au fil de la discussion, mais globalement le sujet il a été cerné en amont avec l'invité, parce que l'invité est la bonne personne pour penser et structurer l'émission. Ensuite, autre question plus bassement triviale, mais une question que j'ai souvent, donc c'est probablement l'occasion d'y répondre. Est-ce que vous pouvez, donc de Augustin, est-ce que vous pouvez partager quelques éléments sur l'économie du podcast sans révéler de secrets personnels? J'allais pas en révéler de toute façon. Est-ce que vous arrivez à en vivre correctement? Est-ce que vous voulez pas ouvrir un Patreon ou équivalent pour qu'on puisse vous soutenir plus directement? Alors, merci beaucoup de la question et de la préoccupation qui est une préoccupation que j'ai aussi, hein, on va pas se mentir. Ça va. Ce qui est pas commun, parce que effectivement dans l'économie du podcast tout le monde n'en vit pas, très loin de là. Beaucoup de gens ont énormément de mal à en vivre, et moi c'est vrai que j'ai fait le pari d'être à temps plein sur le podcast il y a un an et demi maintenant. Pour l'instant ça va, et ça va grâce à tous les partenaires et à tous les sponsors du podcast qui ont été au rendez-vous, qui ont été assez nombreux. Alors les partenaires avant tout, c'est le Rubicon, l'IFRI et la DGRIS, donc la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie du ministère des Armées, qui m'ont suivi et qui me soutiennent et qui sont en quelque sorte un matelas, un filet de sécurité qui me permet de ne pas avoir une incertitude totale sur l'année qui vient. Et ensuite, c'est tous les sponsors, dont il y a eu un certain nombre. Enfin, ça, c'était vraiment la grande incertitude quand on s'est lancé. On ne savait pas s'il y aurait des acteurs qui seraient intéressés pour faire de la pub au début des émissions, et ça, il y en a eu. Alors, on peut les citer. Au début, il y a eu Action contre la faim. Ensuite, assez rapidement, il y a eu NordVPN aussi, qui sont passés par là. Puis, il y a eu beaucoup de Naval Group, que je ne saurais assez remercier. C'est pas terminé encore, parce qu'il y a la série de reportages avec Naval Group qu'on n'a pas fini de diffuser, donc c'est un soutien sur le long terme, et ça a été vraiment un très grand pilier pour assurer une sorte de stabilité au podcast, notamment dans ces premiers mois. Depuis, il y a eu aussi MC2 Technologies, il y a eu Delia Strat, il y a eu Command AI récemment. J'espère que j'en oublie pas, ça me chagrinerait beaucoup d'en oublier. Mais je pense que j'ai à peu près tout le monde. Non, j'ai oublié évidemment Coges, le salon Eurosatori, qui aussi ont pris de la pub. Ça, je rappelle, c'est les pubs que je lis dans ma voix. Souvent, c'est amusant, parfois, il y a des éditeurs qui se plaignent d'avoir des pubs pour Carrefour ou pour des trucs qui ont rien à voir avec le monde de la défense au début des émissions. Ça, c'est des pubs sur lesquelles j'ai vraiment aucune prise du tout. Donc ça, je sais pas si c'est peut-être l'algorithme de votre plateforme de lecture de podcast qui devine des choses sur vous. Peut-être que c'est autre chose. En tout cas, ce que je ne lis pas, j'ai aucune prise dessus. En revanche, ce sur quoi j'ai une prise, c'est sur les sponsors qui font des messages qu'on écrit ensemble, qui sont souvent un ton un peu différent des pubs habituels, qui sont plus des pubs qui ressemblent à ce qu'on fait à la radio. Et vraiment, je les remercie très vivement. C'était pas évident. C'est toujours un truc intéressant. Enfin, c'est un monde, le monde de la défense d'une manière générale, qui n'a pas vraiment beaucoup l'habitude de communiquer traditionnellement, qui n'a pas beaucoup l'habitude de faire de la pub. Il y a une philosophie anciennement ancrée de pour vivre heureux, vivons cachés, chez un certain nombre de ces acteurs. Je pense qu'on sort de cette période-là, enfin je l'espère pour le podcast, mais je l'espère plus généralement. Je pense que c'est pas forcément dans la période qu'on vit
une manière très viable d'envisager les questions de défense que les grands acteurs économiques du monde de la défense cherchent à faire profil bas et à surtout pas être vus. Je pense au contraire que communiquer dans le collimateur ou ailleurs, hein, évidemment, mais ça va être de plus en plus important. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais c'est mon avis sur la question. Voilà, ça me permet d'ailleurs de dire que si, pour tous les auditeurs qui travaillent dans la BITD, en tout cas chez des acteurs dont vous pensez que ça pourrait être utile ou intéressant pour votre employeur de communiquer à travers le podcast et pour le public du podcast, voilà, n'hésitez pas, hein, il y en a besoin pour les mois et les années qui viennent. Il y en a besoin pour que ça dure et que ça survive d'une manière générale. Donc voilà, je rappelle, l'adresse est collimateur@binge.audio pour discuter de tout ça. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui ont déjà fait et un grand merci à tous ceux qui le feront, à tous les acteurs qui sponsoriseront le podcast à l'avenir, j'espère. Et alors, oui, la question du Patreon, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Comment dire, tant que j'ai le choix, je préférerais pas faire payer les auditeurs. Voilà. C'est un avis personnel. J'en ai pas absolument besoin pour ma survie personnelle et celle du podcast pour l'instant. Donc je préfère éviter parce que ça fait une relation, je sais pas, d'argent un peu plus transactionnelle directement avec les auditeurs. Même si j'apprécie énormément évidemment le soutien, la proposition, cette idée-là, voilà, je préfère que ce soit un produit gratuit pour les auditeurs. Que ce soit gratuit pour tout le monde, parce que je pense que c'est un contenu qui mérite d'être diffusé autant que possible et vraiment qu'il n'y ait pas besoin de payer pour l'avoir. Et pour l'instant, c'est possible grâce aux partenaires. Donc, je rappelle encore Rubicon, IFRI et DGRIS et aux sponsors. Donc, si ça peut durer comme ça pendant longtemps, personnellement, ça me satisferait tout à fait. Mais peut-être que je vous dis des conneries, que dans 6 mois, ce sera la dèche et que j'en sais un Patreon. Mais pour l'instant, disons que ça va. Mais merci beaucoup de toutes les questions dans ce sens et de la préoccupation. Plus généralement, une question intéressante sur le milieu stratégique, appelons ça comme ça. Vous mettez beaucoup en avant les think tankers et leur travail, et dans un contexte français, on connaît mal leur rôle et leur fonctionnement. Est-ce que l'un de vos contributeurs peut nous éclairer sur des choses comme ça vit de quoi un think tank en France, quel rapport avec l'institution militaire et le politique? Excellente question. Alors évidemment parce qu'il y a un think tank qui est partenaire du podcast, ça nous concerne directement, mais aussi parce qu'il y a plein des invités qui viennent de think tank. Parce que les think tanks, il faut le dire, font vivre beaucoup de la recherche sur les questions militaires et stratégiques pour plein de raisons. Il y a, je crois, j'ai écrit, et j'en parle depuis longtemps, mais un sous-dimensionnement de l'université sur les questions de défense très traditionnelle en France, qui est regrettable. Mais donc beaucoup des chercheurs qui travaillent sur ces questions-là sont dans des entreprises, soit dans des structures plus ou moins, soit travaillent directement pour le public, pour le ministère par exemple, pour des dépendances, des organismes qui dépendent du ministère, soit ils travaillent pour des think tanks qui sont effectivement un peu à cette interface entre le public, le privé. Ça, bon, je peux en parler moi-même, mais je ne suis pas think tanker moi-même, et donc le plus simple, c'est de donner la parole à un think tanker, et en plus à quelqu'un qui travaille, qui en fait dirige un des principaux think tanks là-dessus, c'est évidemment Elie Tenenbaum, qui dirige le Centre des études de sécurité de l'IFRI, qui est l'un des principaux structures de think tank, disons, sur les questions de défense en France. Alors, merci pour la question. D'abord, je pense qu'il y a autant de définitions de think tank et de modèles économiques qu'il y a de think tank. Vous avez des think tanks qui ont des structures qui sont issues de structures publiques, comme l'IRSEM, par exemple, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, qui dépend directement du ministère des Armées, ou d'autres qui sont théoriquement indépendants, mais sous financement public. Je pense à l'ensemble des FFRDCs, là, les Federally Funded Research Centers, pour la défense aux États-Unis, dont est issue la RAND Corporation, structure indépendante mais avec un financement massivement public. D'autres qui sont rattachés à des universités sous forme d'instituts, de laboratoires de recherche, et il y en a même qui dépendent d'entreprises. Je pense par exemple au McKinsey Global Institute, qui est un think tank directement issu du cabinet de conseil McKinsey.
Enfin, vous avez des think tanks qui ont un fort positionnement politique, qui peuvent être affiliés directement à un parti politique, comme les fondations politiques en Allemagne, la Konrad-Adenauer-Stiftung pour la CDU, ou la Friedrich Ebert pour le SPD, ou simplement à certaines lignes politiques. Globalement, le libéralisme, par exemple, pour l'Institut Montaigne, ou le conservatisme pour la Heritage Foundation aux États-Unis. En fonction de tout ça, vous avez des modèles économiques qui sont hyper variés, avec de très fortes différences. Je dis souvent que, en termes de relations internationales, les think tanks américains peuvent tourner pour les plus gros d'entre eux autour de la centaine, voire plusieurs centaines de millions d'euros de budget. Là où vous avez des think tanks britanniques ou allemands qui ont des budgets plutôt de l'ordre de la vingtaine de millions d'euros, tandis que les Français sont plutôt dans la catégorie avec les Espagnols ou les Italiens, nettement en dessous de la barre des 10 millions, voire de la barre des 5 millions pour les principaux think tanks. Pour parler de ce que je connais, c'est-à-dire de l'IFRI, mon institut, c'est une fondation qui est reconnue d'intérêt général, qui tourne avec un budget de 7 à 8 millions d'euros, avec un financement qui provient à 75% du secteur privé, notamment du mécénat d'entreprise. Ce sont des boîtes françaises, pour l'essentiel, qui soutiennent la recherche en général, en relations internationales, en géopolitique, parce que ça les intéresse, mais aussi certains programmes en particulier, en fonction de leur secteur d'activité, évidemment, question de défense en ce qui nous concerne, mais aussi voilà, des entreprises qui sont pas forcément spécialisées sur la géopolitique, mais qui ont une activité internationale sur un pays donné, ou une thématique donnée. Le reste se répartit entre de la dotation de l'État qui remplit un contrat pluriannuel d'objectifs, et puis des contrats, notamment avec le ministère des Armées, un peu avec le ministère des Affaires étrangères, pour des études ou des prestations qu'on remporte en général après un appel d'offres qui suit le code des marchés publics classique. Il y a d'autres modèles, hein. Certains think tanks se financent par la formation, comme l'IRIS par exemple, ou cherchent davantage de financement à l'étranger. Voilà, en quelques mots, j'espère que ça a clarifié un peu cette question des think tanks. Question, pour revenir à des trucs un peu plus terre à terre, mais j'aime bien, sur une question de Robin, donc sur les programmes d'équipement. Avec l'Allemagne. Comment se portent les grands programmes de développement d'équipement avec l'Allemagne? Sont-ils tous voués à l'échec dans les années à venir? SCAF, MGCS, Eurodrone, etc. Et donc pour ça, cette relation franco-allemande dans le domaine de l'industrie et de l'équipement, je suis retourné aller voir Léo Peria-Peigné, parce qu'il avait co-signé une étude avec Elite d'ailleurs, sur le Zeitenwende, le changement d'air de l'Allemagne, et qui avait on en avait fait une émission, mais il y avait un volet assez copieux sur les partenariats en matière industrielle. Et je lui ai donc demandé, à son avis, où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va. Alors, pour faire un petit point rapide, on a d'ores et déjà 2 programmes récents qui sont enterrés. D'abord le MAWS, M-A-W-S, qui était un projet d'avion de patrouille maritime commun pour remplacer les Atlantiques français, et je ne sais plus ce que c'était du côté allemand. Il s'avère qu'en fait le programme de base était assez mal pensé, puisque les calendriers de remplacement ne collaient pas. Le besoin allemand était beaucoup plus urgent que le nôtre. Ce qui fait qu'en 2021, les Allemands ont annoncé qu'ils achetaient des P-8, donc des avions de patrouille maritime américains, tout simplement parce que les leurs tombaient en pièces. Ils estimaient qu'ils n'avaient pas le choix, que les propositions que faisaient les Français de leur prêter 1 ou 2 avions revalorisés, ça ne convenait pas à leurs besoins opérationnels. Et donc ils ont racheté des P-8, qui leur ont été livrés, je crois qu'ils ont commencé à être livrés il n'y a pas si longtemps que ça. Donc un échec patent du programme, qui a mis un froid, on va dire, sur la relation franco-allemande. Ensuite, vous avez un autre programme qui est pas officiellement mort, mais qui, en fait, à force d'être repoussé et de ne pas en entendre parler, on peut estimer qu'il est mourant, on va dire, qui est le CIFS, qui prévoyait, disons, un travail commun franco-allemand sur l'artillerie du futur. C'était pas forcément extrêmement clair. Certains parlaient de l'artillerie roquette, d'autres parlaient de l'artillerie à tube. En tout état de cause, en 2020 ou 2021, le programme a été repoussé à au-delà de 2040, donc tout le monde s'accorde pour dire que ce n'est plus un programme, en fait, tout simplement, c'est une idée. Globalement, comme on le disait peut-être précédemment, dans le domaine des tubes, du remplacement de l'artillerie à tubes, donc du César français ou du Panzer H2000 allemand,
Il n'y a pas grand-chose dans les armées de part et d'autre du Rhin, quand bien même Rheinmetall travaille avec Israël sur des canons plus longs, pour des systèmes plus lourds mais qui portent plus loin. Dans le domaine de la roquette, donc la France a apparemment fait le choix de développer un système national seul pour remplacer ses propres systèmes. Là où l'Allemagne est déjà très intégrée dans le programme de succession du HIMARS, on va dire, qu'on avait appelé soit le PRSM, soit d'autres choses. Ça, je vous invite à lire la note frappe dans la profondeur. Et enfin, sur les missiles, on a peut-être un outil de convergence qui va être le programme ELSA, qui dépasse le cadre franco-allemand, puisqu'on va y ajouter les Italiens et les Polonais, qui vise à développer des systèmes de frappe dans la grande profondeur. On va parler de missiles balistiques ou de missiles de croisière à 1000 km, par exemple. C'est en train de se mettre en place, il y a un certain enthousiasme de la part des partenaires qui tranche un peu avec le côté lugubre des coopérations franco-allemandes par moment. Donc un programme à suivre. Enfin, dans les programmes qui fonctionnent pour le moment, on a donc le SCAF, le système de combat aérien du futur, qui vise à remplacer le Rafale, qui va remplacer les Eurofighters de la France, de l'Allemagne, mais aussi de l'Espagne. Programme qui a longtemps été très handicapé par une concurrence acharnée entre les deux acteurs principaux, à savoir Airbus plutôt du côté allemand et Dassault du côté français. Des difficultés qui ont été résolues peut-être très récemment et temporairement, sachant qu'on arrive à la fin d'un cycle pour le SCAF et que les élections allemandes de l'année prochaine vont remettre sur la table beaucoup de débats, notamment en termes de financement et de vote budgétaire, qui sont toujours des moments très complexes. On a aussi apparemment un souci de compétences du côté de l'Espagne, avec Indra, qui est le principal acteur espagnol de ce côté-là, qui a l'air de peiner un peu à être au niveau de ses deux partenaires français et allemands, affaire à suivre. Et enfin, on a la Suède, qui s'intéresse de très près au programme, depuis qu'elle a quitté l'équivalent qui était mené par l'Angleterre et l'Italie et le Japon. Donc, programme à suivre. Ça n'a pas beaucoup bougé depuis un an, ça risque de bouger beaucoup l'année prochaine et pas forcément dans le bon sens. Enfin, le MGCS, donc pour le Main Ground Combat System, qui vise à remplacer les Léopard 2 allemands et les Leclerc français, qui est donc cette fois-ci un programme purement franco-allemand, qui avait été plutôt bien pensé à la base en 2017, puisqu'on devait allier KMV, une entreprise allemande qui est spécialisée dans la caisse, les moteurs et la motorisation de chars de combat. C'est eux qui ont fait cette partie-là sur le Léopard 2, et ses prédécesseurs d'ailleurs. Et Nexter, le français, qui était plus spécialisé sur les tourelles et les canons. Cet arrangement plutôt rationnel, qui devait donc déboucher sur la création d'une entreprise commune qui s'appelle KNDS, a été un peu bouleversé par l'entrée en fanfare dans le programme de Rheinmetall, qui est le géant du domaine allemand, qui est plus gros que les deux réunis, et qui estime ne pas avoir besoin de la France pour faire le char du futur, et qui argumente en disant que de toute façon, le Léopard 2, c'est un succès, reconnu par tous, qui est encore en production, donc qui n'a pas forcément besoin d'être remplacé aussi vite que le Leclerc. Là où la France a complètement échoué avec son Leclerc, qui, s'il est un très bon système d'un point de vue performance, reste un réel échec commercial et qui est de plus en plus difficile à maintenir. Pour faire un peu de teasing, on en parlera plus longuement dans une note à venir sur justement le char en France, à apparaître à l'IFRI d'ici mai-juin de l'année prochaine. Maintenant, l'Eurodrone, qui est encore une fois un programme plus large, qui est un programme très ancien malheureusement, qui a l'air en fait aujourd'hui complètement en décalage. On a développé l'Eurodrone à la base pour avoir un drone européen d'observation, comme le Global Hawk américain, qui devait nous aider pour des missions de stabilisation, pour des missions de lutte contre le terrorisme, mais qui est un très gros drone, très cher, qui les partenaires n'ont consenti à l'armée que très récemment, donc clairement pas un drone de combat. En l'état, on est sur un système qui va être extrêmement cher, extrêmement lourd. Je crois que, alors même que ce genre de drone-là, aujourd'hui, la plupart des gens le jugent à l'aune de ce qui se passe en Ukraine, et il paraît complètement dépassé. En fait, complètement dépassé. Mais l'idée est toujours la même. Est-ce qu'il faut tuer le programme et perdre tout l'argent qu'on a investi dedans, ou peu ou prou, ou est-ce qu'il faut persévérer et avoir un truc qui, ce sera peut-être pas pour l'haute intensité, mais comme le disent certains, il n'y a pas que la haute intensité dans la vie. C'est vrai. Néanmoins, il y a des questions sur la viabilité et la pertinence du système aujourd'hui, vu l'évolution des façons de faire la guerre dans le monde, qui se posent de manière très forte. Globalement, en fait, il y a une question plus large qui doit se poser sur les programmes franco-allemands, c'est « Ok, ça marche pas forcément,
Mais dans ce cas, on fait quoi? Parce que si on veut des systèmes plus performants, plus avancés que ceux qu'on a aujourd'hui, en fait, on ne pourra pas les financer seul. La France n'a pas les moyens de financer ces systèmes-là seule. L'Allemagne, on a à peine les moyens, et encore seulement peut-être dans le domaine du char. Vu qu'elle manque de compétences dans le domaine aérien, c'est là où elle a peut-être plus besoin de la France. Néanmoins, c'est un énorme problème, c'est qu'en fait, soit on fait un changement de génération et on doit le faire en commun, soit on fait un choix doctrinal et tactique différent, qui est, on va faire un choix de masse, par exemple, mais qui n'est pas du tout à l'ordre du jour en France, avec des systèmes moins complexes, qui ne se font pas forcément rechercher dans la haute technologie, et auquel cas, on pourrait éventuellement faire quelque chose tout seul. Et avec des partenaires de bonne volonté, c'est une façon très française de dire des gens qui vont payer pour nous. C'est des vraies questions et qu'il faudrait que le politique réponde à ces questions assez vite parce que ça va être de plus en plus urgent, notamment dans le domaine en fait le char et avion sont inversés. La France a besoin de remplacer ses chars assez vite. L'Allemagne n'en a pas besoin. La France n'a pas besoin de remplacer ses avions très vite vu que le Leclerc fonctionne. L'Allemagne risque d'avoir besoin de remplacer ses Eurofighter plus rapidement. Donc va falloir trouver un terrain d'entente en partant de cette situation-là. Une autre question ensuite, un peu plus d'actualité. Une question relative aux conséquences pour les programmes d'armement de la motion de censure et du report du vote du budget. Quel retard anticipé? Alors, excellente question. Je pense qu'il faudrait aller voir des gens à l'intérieur du ministère et je pense pas qu'il soit forcément le moment pour leur poser la question. J'ai quand même demandé du coup ce qu'il en pensait à Elie Tenenbaum. Alors, effectivement, le projet de loi de finances 2025 n'a pas été voté suite à la censure du gouvernement Barnier, ce qui va avoir effectivement de manière inéluctable un impact sur le budget de la défense qui était donc présent dans ce projet de loi de finances PLF 2025. Je précise d'emblée que les débats et in fine la censure qui a été votée ont porté essentiellement sur la question des recettes, c'est-à-dire notamment la fiscalité et dans une moindre mesure les dépenses autour du budget de la sécurité sociale, notamment avec la question des retraites, et très peu de débats finalement sur la partie dépenses de l'État dont la défense occupait une place importante du PLF. Donc très, très peu de débats sur la question de la dépense de défense, mais la dépense de défense qui est victime finalement collatérale de cette censure, plutôt sur les questions de fiscalité, donc de recettes de l'État. Dans son projet, le gouvernement Barnier avait donc prévu de respecter la loi de programmation militaire qui avait été votée en juillet 2023 et qui prévoyait une croissance continue du budget des armées avec des marches à 3 milliards d'euros chaque année supplémentaires. Projet loi de programmation militaire qui est une loi cadre programmatique mais qui n'a pas de valeur définitive, donc c'est pas parce qu'on l'avait votée qu'elle doit être forcément respectée. Encore une fois, la seule qui a une fonction obligatoire, c'est la loi de finances issue du projet du même nom. Donc dans le PLF 2025, on devait avoir un budget d'un peu plus de 50 milliards d'euros, avec un surplus de 3,3 milliards d'euros qui se répartissait de la manière suivante. Tout d'abord sur les RH, sur les ressources humaines, on avait un petit surplus de 93 millions d'euros qui correspondait en fait à 700 équivalents temps plein, donc 700 soldats militaires ou civils d'ailleurs qui devaient être recrutés par le ministère des Armées en 2025, notamment dans le domaine du renseignement, de la cyberdéfense, mais aussi d'autres capacités majeures des armées qui potentiellement, si effectivement il n'y a pas de budget qui va dans ce sens, ne pourront pas être recrutés. Vous aviez aussi 365 millions d'euros pour la préparation et l'emploi opérationnel, c'est-à-dire concrètement pour les entraînements, mais aussi pour les déploiements, par exemple dans les zones du flanc est de l'Europe, en Estonie, pour les actions de l'armée de l'air dans les pays baltes ou encore en Roumanie. Donc ça c'est des budgets qui vont être en moins et c'est de l'activité opérationnelle en moins pour ces armées, voire des effectifs en moins.
Vous aviez aussi, et ça c'est évidemment très important, un surplus de plus de presque 1,5 milliard d'euros sur l'équipement et notamment les programmes à effet majeur. Et là, dedans, vous aviez tout un tas de matériel qui devait arriver, 300 véhicules de la gamme Scorpion, Griffon et Jaguar pour l'armée de terre, vous aviez 14 Rafales qui sont prévus, des frégates de défense et d'intervention pour la marine, vous aviez aussi dans le champ spatial le passage d'un certain nombre de commandes, notamment par exemple le successeur du radar Grave avec des études pour tout ce qui est observation de l'espace. Vous aviez le lancement en réalisation d'études sur le porte-avions de nouvelle génération, donc vraiment avec un lancement des études amont avec pas mal d'argent qui commençait à arriver, et puis vous aviez un gros effort qui était fait sur les munitions avec des bombes guidées A2SM dont un certain nombre ont été livrées à l'Ukraine, et donc il fallait redensifier les stocks, les missiles Scalp également, là aussi missiles donc de croisière air-sol dont certains ont été livrés à l'Ukraine et avec un niveau de stock qui était descendu assez bas. Missile sol-air Mistral, missile très courte portée qui fait partie d'une des priorités pour les pays de l'OTAN de redensifier la trame sol-air avec une commande groupée que la France avait lancée justement pour 2025 avec d'autres pays européens, des missiles Aster 15 qui ont été beaucoup tirés par la marine en mer Rouge dans le cadre de l'opération, donc là aussi un certain nombre de missions qui pourront pas être recomplétées comme prévu. Vous aviez 500 millions d'euros en plus sur la dissuasion, et puis vous aviez 260 millions d'euros qui devaient aller pour les infrastructures, donc là aussi ce sont tout un tas de dépenses qui n'auront pas lieu. Pour revenir à la situation actuelle, on est vraiment dans l'incertitude. Le Parlement a voté une loi spéciale qui a été promulguée le 21 décembre qui permettra à l'État de continuer à percevoir les impôts et d'assurer les dépenses essentielles nécessaires. En l'occurrence, on va donc provisoirement reconduire les dépenses de 2024 et donc pour l'instant faire effectivement sauter tous les projets supplémentaires de dépenses supplémentaires ou les repousser s'inédier, donc tout ce que je viens d'évoquer. Ça devrait être regardé de près en janvier et février, alors que le nouveau gouvernement de François Bayrou a annoncé vouloir représenter un budget en début d'année justement pour corriger le tir, et là évidemment j'ai pas plus d'informations que ça, mais ça sera un enjeu clé. Soit il y parvient et grosso modo en fonction de ce qu'il y a dans le budget on revient ou pas sur la trajectoire de la LPM, soit il n'y parvient pas, il est à nouveau censuré, et soit parce qu'il est censuré, soit parce qu'il n'y a pas de majorité sans engager sa responsabilité. Et là, on se trouve dans une logique de gel en valeur avec effectivement un effet de report. Pour autant, la défense rentrant dans les fonctions essentielles, on peut imaginer quand même qu'en cas de crise, voire de guerre, l'absence de budget n'empêchera pas l'État de financer en priorité les dépenses militaires. On va en gros pas nous dire non, il n'y a pas d'argent, donc on peut pas se défendre. En revanche, c'est plutôt sur le long terme que c'est inquiétant, avec la création d'une bosse budgétaire, justement toutes ces études amont, ces projets le recomplètement des stocks, etc., qui risquent de créer une bosse budgétaire qu'on estimait justement être tout juste en train de se résorber et qui va à nouveau enfler avec de reports de charges. Bref, on n'est pas sorti du pétrin sur ces questions de défense. Question ensuite assez théorique, mais c'est un point hyper intéressant, de Sylvain. Donc, est-ce possible de parler du coût des guerres ? Soit combien ça coûte ? Quelles sont les grandes lignes de dépenses, humains, matériels, etc., en fonction des types de guerres et qui paye pourquoi ? Question hyper large, hyper théorique, mais en même temps assez travaillée par la littérature et par les universitaires. Du coup, je suis allé voir l'universitaire de la bande, en tout cas de la bande du casque et la plume, Olivier Schmitt. Enfin, je suis allé le voir. Je lui ai posé la question et il m'a envoyé cette réponse.
Alors, c'est évidemment une question absolument majeure et je ne vais pas lui faire justice dans les 3-4 minutes qui me sont imparties par Alexandre. Je vais quand même essayer de donner quelques éléments de réflexion. Évidemment, le premier enjeu est la question des coûts, puisqu'il faut considérer à la fois les coûts économiques, matériels et humains. Et se pose la question de la temporalité, avant, pendant et après la guerre. En premier lieu, les États disposent de plusieurs moyens de financer leur effort de défense. Ces moyens étant plus ou moins coûteux pour les citoyens. Historiquement, ça peut passer du travail forcé à la taxation directe, aux obligations de guerre, la taxation indirecte, la dette flottante, l'émission de monnaie, les mesures d'austérité, l'utilisation de l'épargne, l'endettement auprès de créditeurs étrangers ou le pillage de ressources étrangères. Lors du poids du mode de financement de la défense, les décideurs doivent arbitrer entre plusieurs incitations contradictoires. En effet, un mode d'extraction directe des ressources, notamment à travers des taxes directes, du fait de son caractère obligatoire, rend les citoyens particulièrement conscients des enjeux de défense, même s'il permet un financement en général rapide de la défense elle-même. En revanche, un mode d'extraction indirecte des ressources est moins visible pour les citoyens, mais en fonction de l'instrument choisi, notamment les taxes indirectes par exemple, il peut comporter des risques comme la facilitation de l'inflation. Enfin, la troisième grande option, qui est l'utilisation de ressources étrangères, c'est-à-dire fondamentalement la dette, elle est indolore pour les citoyens, mais elle peut rendre l'État dépendant de créditeurs étrangers. Ce qu'on peut observer par exemple dans le cas des États-Unis, c'est que le passage d'un mode de financement de la défense par l'impôt à un mode de financement par la dette, à partir de la guerre de Corée, c'est-à-dire au début des années 50, couplé à une professionnalisation des forces armées à partir de la guerre du Vietnam, a conduit en réalité à un désintérêt relatif des citoyens pour les questions de défense. Et ça a contribué à diminuer le contrôle démocratique sur les choix militaires effectués par l'exécutif américain. D'une manière générale, on observe aussi que les États dont la trajectoire est ascendante dans le système international ont tendance à financer la défense par l'impôt, c'est-à-dire dans des taxations directes, car ils peuvent présenter un futur meilleur à leurs citoyens à condition que ceux-ci acceptent le coût dans le présent. Au contraire, les États qui sont plutôt en déclin ont tendance à financer la défense par la dette pour ne surtout pas faire porter le coût réel sur les citoyens actuels, mais sur les citoyens futurs. Deuxième grand enjeu, la guerre elle-même et les destructions qu'elle cause. D'une manière générale, la guerre est toujours une mauvaise affaire économique pour les belligérants, notamment pour ceux sur le territoire desquels se déroule le conflit. En moyenne, sur 200 ans, les territoires sur lesquels se sont déroulées une guerre ont un PIB de 7 à 10% plus bas que celui qu'il aurait été sans le conflit. C'est une estimation qui a été faite par plusieurs économistes à travers ce qui s'appelle une méthode synthétique, c'est-à-dire qu'on crée en fait un territoire artificiel qui n'existe pas, mais qui est celui qui aurait pu exister en l'absence d'un facteur principal qu'on enlève des paramètres, en l'occurrence la guerre. Qu'est-ce qu'on observe au niveau macroéconomique ? En général, on observe une baisse du PIB par habitant, une baisse des recettes d'exportation et souvent des importations, baisse du taux d'investissement et d'épargne, baisse des recettes des dépenses publiques et une augmentation des déficits budgétaires, ainsi qu'une accélération de l'inflation. Au niveau mésoéconomique, on observe un basculement des dépenses publiques des secteurs économiques et sociaux vers le secteur militaire, un basculement de la production commercialisée vers la production de subsistance et du basculement du secteur formel de l'économie vers le secteur informel. Évidemment, toutes ces interactions sont complexes, mais dépendent de la vulnérabilité d'un pays, qui sont en général le revenu moyen et la proportion de la population vivant dans la pauvreté, le degré d'autosubsistance de la population, la dépendance de l'économie aux importations essentielles et la flexibilité du système de production. On observe aussi en général que les guerres civiles, parce qu'elles conduisent à des fractures sociales durables, ont tendance à avoir des effets économiques plus longs que les guerres interétatiques. Enfin, l'effet macroéconomique des guerres ne se limite pas aux belligérants et il tend à se répandre au sein du système économique international, notamment pour les voisins des belligérants, qui eux aussi voient leur PIB baisser
en particulier en fonction du degré d'intégration de leur système commercial et financier avec les parties au conflit. Enfin, troisième grand enjeu, il faut parler du coût humain des guerres. Non seulement les victimes directes, mais aussi les victimes indirectes causées par la destruction de services de santé et d'infrastructures ou la propagation des maladies. Pour donner une idée, le projet The Cost of War de l'Université Brown aux États-Unis estime que les guerres américaines post-11 septembre, donc Afghanistan, Irak, Pakistan, Yémen, ont causé au total environ 1 million de morts directes et près de 3,8 millions de victimes indirectes. À ces victimes, il faut rajouter les victimes de violences dans les zones de combat, ainsi que les exils et les déplacements forcés qui se chiffrent en millions dans le monde. Au total, le coût humain et sociétal de la guerre est en général considérable. Ensuite, et si ce n'est pour terminer, en tout cas pour s'approcher de la fin, une question plus personnelle avec sur un autre habitué du podcast, mais une question qui m'a fait très plaisir. Je crois que c'était d'Augustin. Que devient le colonel Michelin et va-t-il un jour devenir général? Et d'ailleurs, comment devient-on général quand on est colonel? Question corollaire, comment est-ce que ça marche vraiment les carrières dans l'armée? C'est une excellente question. Alors je peux rappeler pour les auditeurs qui sont là depuis pas si longtemps que Jean Michelin était un très très grand habitué du podcast à une époque pas si lointaine, quand il était, notamment quand le podcast était rattaché à l'IRSEM, il venait souvent et il venait parler de sujets excessivement divers, et c'était super. Et on a eu beaucoup moins l'occasion de le faire depuis quelques temps. Donc, pour répondre à ces questions qui sont toutes excellentes, ça m'a donné l'occasion d'avoir le plaisir d'aller à la source. Bonjour à toutes et tous, je suis le colonel Jean Michelin et je suis très heureux d'être en ligne avec Alexandre Dublin pour cet épisode du Collimateur. Depuis la dernière fois que les auditeurs du Collimateur m'ont entendu, c'était pour la sortie de mon livre, donc ça devait être en septembre 2022. Eh bien, j'ai été bien occupé puisque mon séjour à Paris a été, j'étais à l'époque en état-major, mon séjour à Paris a été raccourci puisqu'au bout d'1 an, j'ai été appelé à l'honneur de commander un régiment, le 1er régiment de tirailleurs que je commande donc depuis la fin du mois de juin 2023. Et donc, comme je suis en ce moment chef de corps, j'ai été pas mal occupé et éloigné des façades parisiennes. J'ai remis les pieds dans la vraie vie militaire, au cœur des troupes, pour ce qui sera mon dernier passage en régiment, puisque on m'a fait comprendre qu'une fois qu'on a été colonel et qu'on a commandé un régiment, c'était fini. Donc, je suis actuellement déployé avec mon régiment quelque part sur un théâtre d'opération depuis maintenant plus de 3 mois, et je serai vraisemblablement, plus exactement, plus que vraisemblablement, appelé à prendre d'autres responsabilités l'été prochain, probablement dans un état-major et probablement dans un état-major parisien, puisque c'est le destin des générations que d'être remplacé, et que sur la lettre de commandement que j'ai reçue du chef d'état-major de l'armée de terre au moment où j'ai reçu le commandement de mon régiment, il y avait marqué juste un nouvel ordre, et le nouvel ordre est tombé au début du mois de décembre. Donc voilà mon actualité personnelle. Je n'ai pas cessé d'écrire, et même si je vais m'éloigner pour le prochain livre des thématiques militaires, on peut s'attendre à ce que dans un horizon qui peut aller de 9 à 16 mois, il y ait un nouveau roman de Jean Michelin en atterrissage dans les librairies. Pour répondre plus précisément à cette question, d'abord on peut dire sans trop se prononcer que quand on est colonel, le passage au grade de général, c'est pas pour tout de suite, que ça dépend du profil de chacun, de ce que l'on a fait, de ce que l'on a démontré en situation de responsabilité, que c'est quelque chose qui est suivi par la direction des ressources humaines de l'armée de terre, et que ça fait l'objet d'un choix. Donc moi j'ai pas encore ni d'orientation ni d'idée. Il n'y a pas de nécessité absolue de passer par des cabinets. Les officiers généraux dans l'armée de terre, il y en a qui ont des profils de carrière et des parcours très divers, et qui répondent globalement aux besoins de l'institution, un peu comme tout le reste de l'avancement. Donc me concernant, en fait on est très loin de ces débats-là. Pour l'instant, l'objectif c'est surtout de terminer mon temps de commandement en livrant à mon successeur un outil de combat qui soit affûté, et ensuite d'aller servir là où je serai appelé à servir,
en ayant confiance en mes chefs pour juger, comme chacun d'entre nous, en fait, la réalité de notre potentiel et de notre capacité à exercer des responsabilités. Voilà. Et enfin, pour terminer et pour ouvrir, une question un peu doom and gloom, apocalypse. Question de Maxime. La revue Le Grand Continent a récemment traduit et commenté la doctrine nucléaire de Karaganov. Donc, Karaganov, c'est un politologue russe, l'architecte intellectuel de la ligne dure du Kremlin. Selon l'article du Grand Continent, l'article s'appelle donc Le multilatéralisme nucléaire de Karaganov, qui date du 2 décembre 2024, traduit et résumé par l'universitaire Marlène Laruelle. Et en fait, c'est un diptyque. Elle a fait une première partie sur le Sud global, je crois que c'était en avril. Et là, je suis donc allé poser la question à la spécialiste nucléaire de l'IFRI, Héloïse Fayet. Alors, tout d'abord, en fait, il n'est pas vraiment correct de dire qu'il s'agit d'une doctrine nucléaire quand on parle effectivement des articles d'analyse et quasiment même d'opinion qui sont publiés par Sergei Karaganov, qui est donc un stratège, on va dire, ou un chercheur assez influent en Russie. C'est en fait un abus de langage que de dire doctrine, parce qu'en fait, quand on parle en tout cas de ses positions sur le nucléaire, parce qu'en fait après ça mène à des confusions et notamment à lui donner en fait tout simplement plus d'importance qu'il n'en a et à donner une sorte de vernis officiel à ses réflexions et à ses propos. Dans la dissuasion nucléaire, la doctrine, c'est quelque chose d'extrêmement codifié, dont on discute, évidemment, alors déjà en interne d'un pays. La doctrine nucléaire française, elle s'est élaborée en plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Elle est modifiée. C'est quelque chose de stable, mais pas statique. Pour reprendre les mots de quelqu'un qui se reconnaîtra s'il écoute le podcast. Et c'est pareil en Russie, avec effectivement l'apport en fait de penseurs extérieurs comme Karaganov, qui ont en fait, disons, provoqué ou en tout cas accompagné un mouvement de réécriture ou d'évolution de la réelle doctrine nucléaire russe qui, rappelons-le, n'est donc pas en fait un texte comme ça rédigé dans des journaux russes et puis ensuite traduit en français par le Grand Continent et qui, à mon sens, malheureusement, n'a pas été assez contextualisé lorsqu'il a été publié. Mais en fait, la doctrine nucléaire russe, voilà, c'est, n'oublions pas, un oukase présidentiel, donc un décret présidentiel, dont la dernière version donc, a été publiée. Là, c'était fin novembre 2024. Donc déjà, voilà, c'est pas une doctrine officielle. Et donc, dans les chancelleries occidentales et en Chine et dans les autres États qui s'intéressent aux questions nucléaires, eh ben, les textes en fait de Karaganov, ils sont vus eh bien, comme peut l'être, disons, un rapport d'un think tank extrêmement influent, par exemple, pourrait être du Rouzi ou sinon une tribune publiée dans Foreign Affairs, dans le New York Times, qui, disons, a des conséquences sur le pays qui va l'étudier. C'est comme ça, en fait, qu'il faut justement percevoir ces textes de Karaganov comme en fait une sorte de version extrême de ce que peut faire réellement la Russie. Et donc ça peut nous aider en tout cas à mieux comprendre, certes, le débat stratégique russe, mais disons, il faut aussi le voir comme une version extrême de la doctrine, de la réelle doctrine nucléaire russe. Et aussi, et ça c'est très important d'avoir ça en tête lorsqu'on lit les textes de Karaganov, mais aussi toutes les prises d'expression médiatiques, ce genre de choses, comme une façon en fait de rendre les prises de parole de Vladimir Poutine et donc en fait de tout ce qui est officiel au niveau russe, de les rendre beaucoup plus raisonnables. Parce que évidemment, quand vous avez quelqu'un qui s'exprime en russe et puis ensuite avec un très grand retentissement médiatique, notamment en France, en disant bah oui, il faut il faut presque aider certaines puissances non nucléaires à se doter de l'arme nucléaire. Il faut éventuellement réfléchir à faire des frappes préventives contre des pays de l'OTAN et voilà, il faut repenser la doctrine nucléaire russe. À côté, évidemment, quand Vladimir Poutine explique que non, c'est un processus extrêmement calibré, ce genre de choses, ça le fait paraître comme beaucoup plus raisonnable.
Et donc c'est vraiment ça, à mon sens, qu'il faut avoir en tête. Tout ça, ça fait partie en fait d'une stratégie d'influence russe qu'il ne faut pas surestimer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre en fait, ce que dit Karaganov, mais il ne faut pas non plus le sous-estimer parce que ça reste une fenêtre en fait extrêmement utile pour voir où en est, le débat, stratégique russe sur les questions nucléaires. Mais dans ce cas-là, il faut avoir une vision, beaucoup plus complète, pas qu'avec Karaganov, mais aussi avec, d'autres chercheurs. Alors il y a Trenin par exemple qui est cité, dans l'un des Dimitri Trenin qui est cité dans l'un des articles de Karaganov et puis voilà, il y a un débat en fait stratégique sur les questions nucléaires qui est paradoxalement peut-être beaucoup plus vivant et beaucoup plus transparent, en Russie, qu'en France. Et puis alors en Chine, la perception de la dissuasion nucléaire russe en Chine est assez particulière parce qu'on le sait, donc il y a une amitié sans limite entre, la Russie et la Chine. La Chine fournit encore aujourd'hui, de l'aide à la Russie, pour conduire la guerre en Ukraine. Mais la Chine s'est quand même toujours montrée extrêmement prudente, en ce qui concerne la dissuasion nucléaire. La Chine se considère comme le seul État nucléaire responsable parce qu'ils ont une doctrine de non-emploi en premier. C'est-à-dire que contrairement à la France, aux États-Unis ou à la Russie, qui, se réservent potentiellement le droit d'attaquer nucléairement un pays en premier si, ce pays représente une menace pour les intérêts vitaux, de la France ou des États-Unis ou de la Russie. La Chine, elle, est dans une posture uniquement de représailles. Bon, c'est en train d'évoluer. Mais voilà, en tout cas, la Chine, se positionne comme un État nucléaire responsable et donc a tendance à taper un petit peu sur les doigts, en fait, de Vladimir Poutine et puis d'autres sbires, lorsque le discours nucléaire est un petit peu trop désinhibé. Alors ça, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais c'est une dynamique, qui est très intéressante à observer. Et donc voilà, pour résumer, je trouve que, il ne faut pas donc y apporter trop, d'importance. Il faut quand même, lire, les textes, les contextualiser et à mon sens, s'il y a quelque chose dont on doit s'inquiéter, c'est plutôt en fait, voilà, de cette désinhibition autour, du nucléaire, une rhétorique nucléaire de plus en plus décomplexée qui, à mon sens, n'est pas saine. C'est-à-dire qu'il faut évidemment, parler de la dissuasion nucléaire, c'est important. En France, ça représente une part non négligeable du budget, c'est, vraiment le fondement de notre politique, de défense, mais il faut le faire dans des enceintes spécifiques avec le respect, de certains termes, de certains mots et ne pas en fait dévoyer, des termes, ne pas dévoyer des expressions, ne pas s'asseoir en fait sur des dizaines d'années, de dialogue et de réflexion, sur la dissuasion nucléaire et c'est en fait un petit peu ce qu'on voit se faire, en Russie avec voilà, une désinhibition qui, à mon sens, bafoue un petit peu, l'esprit, de la dissuasion, nucléaire et qui en soi il faudra évidemment y réfléchir, heu, dans un contexte de post-guerre en Ukraine, quelle que soit la façon dont ça se termine ou en tout cas la façon dont le conflit se gèle, il faudra évidemment réfléchir au niveau du P5, c'est-à-dire la France, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et les États-Unis, à repenser tous ensemble, les doctrines afin d'éviter justement une désinhibition trop forte. Et voilà, c'est donc à peu près, enfin c'est pas tout du tout, hein, mais c'est à peu près tout pour ce à quoi j'avais le temps et les moyens, disons, de répondre aujourd'hui au milieu des vacances. Merci encore à tous ceux qui ont écrit, tous ceux qui ont posé des questions. Merci pour votre intérêt, merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Bonne fête à tous aussi. Et on se retrouve pour un épisode inédit, ce sera pas tout de suite, donc ce sera pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera encore des rediffusions. Le premier épisode inédit, ça devrait être le 7 janvier et on devrait parler normalement d'OTAN et de Donald Trump. Encore une fois, bonne fête de fin d'année, bonnes vacances pour ceux qui peuvent en prendre. Merci à toutes et à tous et à la prochaine fois.